Donc merci d'être là pour cette journée européenne de Sciences Po que nous avons voulu organiser à plusieurs, avec Céline Belot qui est ici, avec Fabien Terpan qui n'est pas là, et avec un certain nombre de collègues, pour d'une part mettre en lumière en fait, les enjeux européens dans cette période de pré-campagne électorale. Hein. On n'est même pas encore vraiment rentré dans la période de campagne, mais en tout cas on commence à s'intéresser à ces questions-là. On trouvait que Sciences Po devait avoir une place importante dans cette réflexion. Ça va de pair avec toute une série d'efforts que l'institution fait pour rendre un peu visible les travaux des chercheurs, les travaux des enseignants de la maison. Par exemple, aujourd'hui, là, on a lancé le blog de Sciences Po Grenoble. Donc si vous allez sur la page de notre institut, vous pouvez cliquer sur le petit lien blog ici, et vous avez déjà 2 posts, dont un vient faire un peu la synthèse de ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est-à-dire le résultat d'un travail collectif autour de la question Sauver l'Europe. On vous présente un peu les principaux enjeux de l'ouvrage. C'est ici, dans Études, opinions et valeurs. Vous trouvez cet article sur Sauver l'Europe. Mais pour vous dire, donc, on essaye de jouer ce rôle de diffusion d'un savoir, parce que c'est vrai que les chercheurs ont tendance parfois à être un peu dans leur couloir, à parler en termes très complexes et conceptualisés. On essaye justement de faire ce passage-là. Et c'est justement tout l'idée de cet ouvrage, Sauver l'Europe, qu'on va présenter à plusieurs voix aujourd'hui, puisqu'on est très nombreux auteurs, 26 auteurs en tout. Donc c'est moi qui l'ai dirigé avec une collègue, Sabine Soruger, que vous connaissez peut-être, qui est experte en questions de politique publique et de questions européennes. Et d'où est venue en fait l'idée de cet ouvrage? Elle est venue de cette citation. L'Europe est confrontée à une situation de polycrise. Fait peur un peu cette citation, elle est solide, elle est critique d'une certaine manière, on a l'impression que la situation est grave. À votre avis, qui a prononcé cette phrase en 2015? C'est ce monsieur, Juncker, président de la Commission, qui du coup fait le constat, mais que tout le monde fait, ce constat d'une polycrise. Et effectivement, que l'on regarde sur le front de l'économie, avec des inégalités croissantes, avec la survivance de paradis fiscaux, voire même l'accroissement en fait, des disparités fiscales entre les États, que l'on regarde du côté du climat, avec l'incapacité que les États européens ont de faire face et de tenir leurs engagements, que l'on regarde du côté de la citoyenneté, évidemment, on va encore se lamenter du taux d'abstention particulièrement élevé à ces élections européennes, on va se lamenter de la montée des partis populistes, d'accord, et des partis critiques à l'égard de l'intégration européenne, que l'on regarde du côté des politiques sociales, des politiques de lutte contre le chômage, des politiques monétaires même, d'une certaine manière, de l'efficacité, bref, une série de défis, de challenges auxquels l'Europe ne semble-t-il, en tout cas, ne parvient pas à faire face. Et ça, c'est ce constat duquel on était tous à peu près d'accord. Puis on s'est demandé un peu la question, collectivement, est-ce que quand même ça vaut le coup de sauver ça? Est-ce que l'Union européenne, finalement, elle est plus utile, elle sert plus que ce qu'elle ne dessert la résolution de ces crises-là? Et une question centrale, d'ailleurs, qui divise les espaces politiques dans de nombreux pays. Et on est toute une série de chercheurs, vous allez les rencontrer les uns après les autres, de chercheuses et chercheurs, vous allez les rencontrer les uns après les autres au cours de cette séance, avec des spécialités diverses, des économistes, des spécialistes de politique publique, des spécialistes de politique de l'emploi, des spécialistes des élections, des spécialistes de la participation électorale, des spécialistes des institutions, quelles sont les institutions les plus démocratiques, etc. Et avec toute cette diversité d'expertise, essayer quand même de répondre à cette question. Au final, est-ce que l'Europe sert plus les causes qu'elle prétend servir que ne les dessert? Et la réponse à laquelle collectivement qu'on a décidé de donner, c'est plutôt oui. Plutôt qu'il nous paraissait central de sauver l'Europe. Et donc ça, on l'explique en long, en large et en travers, mais pour deux raisons principales selon nous. La première, c'est que, qu'on le veuille ou non, l'Europe est l'espace supranational, donc supranational qui dépasse les États, qui est de loin le plus abouti. D'accord ? On peut très bien, et on va en discuter très rapidement, du fait que c'est imparfaitement abouti. On est très loin d'un État fédéral, on est très loin d'une mise en compétence de ce qui devrait l'être, etc. Mais en même temps, quand on la compare
à d'autres espaces supranationaux, que ce soit le Mercosur en Amérique latine, l'ASEAN en Asie, etc., on est beaucoup plus intégré et on est beaucoup plus efficace et beaucoup plus démocratique. Sur toutes les dimensions de ce qu'on attendrait d'un espace supranational qui puisse fonctionner, on est beaucoup plus loin. Or, on sait aussi que c'est très compliqué de créer cet espace supranational. Quiconque est un peu spécialiste des relations internationales sait bien que dans les organisations internationales se joue une mise en concurrence des États qui fait que c'est très dur de les dépasser et qu'en réalité, avec l'Union européenne, on a là un objet qui commence à s'apparenter à une forme de vie politique supranationale. Et vu que parmi les différentes crises que j'ai listées, mais on va continuer à en discuter, toute solution nationale paraît assez illusoire. L'idée de remettre des frontières très très strictes devant les États, que ce soit en termes commerciaux, en termes migratoires, en termes économiques, évidemment, on voit bien à quel point les économies sont de plus en plus intégrées et qu'en fait, ce serait très très difficile de revenir à une étape pré-supranationale. Il nous paraîtrait un pari extrêmement risqué de déconstruire l'existant pour reconstruire un potentiel autre Europe dont on ne voit pas très bien comment elle pourrait prendre des contours radicalement différents de ce compromis, certes imparfait, certes instable, qui existe actuellement. Mais la deuxième raison qui nous fait dire que oui, il faut sauver l'Europe, c'est qu'en réalité, les critiques que la plupart des citoyens exercent à l'encontre de l'Union européenne, celle de ne pas être assez démocratique, celle de ne pas assez faire face aux défis qui sont devant elle en termes de politique publique, en termes d'inégalité, en termes d'immigration, en termes d'environnement, en termes de chômage, etc. Ce sont des critiques qu'on peut faire exactement de même niveau pour les États. J'entends par là que, est-ce que vraiment, en France, on a l'impression que la démocratie fonctionne si bien que ça? Est-ce qu'on a vraiment l'impression que les citoyens ont leur mot à dire dans les décisions qui sont prises au niveau national? Est-ce qu'on a l'impression que les politiques environnementales en France, dans un État où, là pour le coup, il y a une forme de démocratie, etc., s'exercent de manière efficace, tout cela. Donc, en réalité, ce qu'on dit aussi sur la question de l'Europe, c'est que les reproches que l'on exerce à l'égard de l'Union européenne, en réalité, on peut les exercer à l'encontre de tous les États-nations, d'une certaine manière. Et que la crise démocratique qui touche l'Union européenne, elle touche également, et peut-être même plus sévèrement, les États en tant que tels. Et accuser seulement l'Europe de cette crise de démocratie, du fait que les citoyens ne se sentent plus représentés, du fait qu'ils n'ont plus envie de s'engager dans des partis politiques, du fait qu'ils considèrent que les inégalités sont trop importantes et qu'on ne fait pas assez pour lutter contre ces inégalités, elles sont partagées au niveau national, elles sont tout aussi fortes au niveau national. Donc pour ces deux raisons, on fait un peu le pari de dire oui, il faut chercher à sauver l'Europe. Maintenant, comment? Grande question, à laquelle on essaye justement d'apporter des réponses. Donc l'ouvrage, il est justement structuré de cette manière-là. On essaye de faire la liste des grands enjeux, des grands défis, des grands problèmes auxquels l'Europe doit faire face, et on essaie d'apporter les réponses qui sont à la fois celles des spécialistes de la question. Donc il y a tout un travail de synthèse, d'explicitation de ce qui existe, mais aussi on a des auteurs qui prennent des risques en élaborant des propositions concrètes pour essayer de sauver l'Europe sur différentes dimensions. Alors aujourd'hui, on a Sabine Sauregard, donc, qui est une des co-autrices qui n'est pas là, donc on a quand même la crème de la crème, hein, des gens qui vont venir vous présenter leurs articles. Tout le monde n'est pas là, mais vous allez voir la qualité du plateau, vous allez être impressionnés. Donc ça c'était le bouquin, mais j'ai déjà présenté. Donc on va commencer par... ah pardon, je me suis trompé de nom, donc c'est parce que c'est compliqué. Comme Sabine et Fabien, qui ont écrit le premier chapitre, qui est important, qui est qui gouverne l'Union européenne. C'est de comprendre vraiment clairement, de rendre clair qui gouverne l'Union européenne et quelle est la nature, la profondeur du déficit démocratique par Fabien Terpan et Sabine Sauregard, mais ce sera présenté par Céline qui a accepté parce que c'était un chapitre effectivement important qui permet de placer le contexte institutionnel en fait dans lequel se déroule ce débat. Deuxième prise de parole par Florent Gougou, donc, qui a écrit un chapitre avec Céline Bello sur le déficit démocratique de l'Union européenne et la place du Parlement, en réalité. Pourquoi est-ce que le Parlement n'a pas la place qu'il peut avoir dans d'autres régimes politiques? Troisième présentation par Frédéric Gontier sur les valeurs de l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne, finalement, entraîne une forme de convergence des valeurs, des préférences, des manières de voir le monde à l'intérieur de son espace politique, ou est-ce qu'au contraire ça reste très très disparate, ce qui du coup rendrait un peu impossible l'idée d'une Union européenne plus intégrée. Quatrième présentation sur un des paradoxes de la période
de la période et même de l'évolution des rapports de force électoraux, c'est que vous voyez les partis opposés à l'Union européenne être de plus en plus puissants, mais qu'en réalité, il n'y a jamais d'alternance. D'accord ? Quand vous voyez qui gouverne l'Union européenne, ce sont toujours les mêmes familles de partis qui gouvernent l'Union européenne, les sociodémocrates, les chrétiens-démocrates et conservateurs et les libéraux. Et les partis qui sont hostiles ne gagnent jamais. Donc Tristan Guerra viendra expliquer un peu pourquoi, quels sont les ressorts en fait, de à la fois leur dynamique électorale, mais leur incapacité à se saisir du pouvoir. Ensuite, nous aurons une discussion là plus sur les politiques spécifiques, les politiques publiques que produit l'Europe, moins sur les questions institutionnelles et politiques, mais sur les questions de qu'est-ce qu'il fabrique. Et la première question, c'est la question de la politique monétaire. Est-ce que la politique monétaire de l'Union européenne, politique de la BCE, est efficace ? Ce sera Louis Job, donc, qui est professeur d'économie ici, qui viendra nous présenter les résultats là-dessus, avec une analyse économique des dispositifs dans un environnement changeant, puisque effectivement, depuis l'euro, la création de l'euro 99, l'environnement économique a quand même largement changé. Puis Hélène Kohn viendra s'intéresser à l'aspect budgétaire et fiscal et social de ces politiques économiques, avec la présentation du chapitre qu'elle a écrit avec Clément Fanton sur le choix de l'austérité pour faire face à la crise, ou dit autrement, qu'est-ce qu'il reste aux États comme marge de manœuvre en fait, économique, et quelles seraient les marges de manœuvre possibles qu'il serait possible de créer. Ensuite, Simon Varenne, qui est là et qui a écrit un superbe chapitre avec Clara Heger sur la crise humanitaire et migratoire. Il insistera sur la dimension humanitaire de cette crise-là, la mettra en perspective et essaiera de proposer, formuler quelques solutions. Avant-dernière présentation, celle de Delphine Deschaux, qui est ici, qui a écrit un chapitre avec Fabien Terpan sur la place de l'Union européenne dans les relations internationales. Qu'est-ce que l'Europe, en fait, sur la scène internationale? Est-ce qu'elle peut être plus puissante, moins puissante? Est-ce qu'il le faut? Est-ce qu'il faut qu'elle se dote d'une armée, etc. Et puis on finira par une petite par un voyage dans les pays orientaux, en réfléchissant à le pouvoir d'attraction de l'Union européenne. On se souvient de toute une période où beaucoup de gens, les Turcs notamment, étaient très très avides de rejoindre l'Union européenne. C'est moins le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est si vrai? Et si oui, pourquoi? C'est les questions que Max Valentin Robert, qui est doctorant à Pacte et à Sciences Po Grenoble, cherchera à répondre. Voilà pour cette présentation, voilà pour ce programme alléchant, chargé s'il en est. La consigne qui a été donnée à chacun des présentatrices et présentateurs, c'est de faire court, 5 minutes, pas plus. Par contre, je ne sais plus ce qu'on avait décidé, je crois qu'on avait décidé que ça s'enchaînait. Mais n'hésitez pas à noter vos questions pour ensuite une séance de questions-réponses dans la deuxième moitié de cette conférence débat. Je vous remercie et je laisse la parole à Céline, qui vient du coup nous présenter les travaux, mais comme on est une équipe très solidaire, tout le monde sait très bien ce qu'écrivent les autres. C'est ça l'intérêt d'un bouquin collectif, et en plus c'est vrai, c'est assez rare, mais il a été vraiment construit de manière collective, sur qui gouverne l'Union européenne. Oui, alors donc c'est à la fois un honneur, mais aussi une pression de présenter un article que je n'ai donc pas, un chapitre que je n'ai pas écrit, mais il nous semblait que c'était important parce que de commencer par qui gouverne finalement. Et donc, sachant que donc les deux premiers articles vont traiter de ces questions, qui gouverne, qui décide au niveau de l'Union européenne. Alors la plupart d'entre vous, alors je pense qu'il y a des niveaux variés d'information dans la salle, mais la plupart d'entre nous, citoyens, quand on se demande qui gouverne l'Union européenne, eh ben, on a un petit peu du mal à suivre. Donc ce chapitre, il vise vraiment à clarifier le débat, à se dire qui gouverne, qui a quel type de décision, et puis quels sont les problèmes posés par le fait que c'est telle ou telle institution qui gouverne sur tel ou tel objet. Alors ce qu'on sait la plupart du temps, c'est une chose, il y a la Commission. La Commission, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a le pouvoir d'initiative. C'est elle qui va proposer qu'on légifère, qu'on réfléchisse, qu'il y ait une réflexion au niveau de l'Union européenne sur un sujet ou un autre. Donc ça, c'est assez clair. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a deux autres institutions qui sont le Parlement. Alors le Parlement qui est élu au suffrage universel direct depuis 1979 et qui a un pouvoir de codécision avec le Conseil de l'Union européenne, qui est un conseil qui est composé qui est en fait un conseil qui est en fait multiforme, puisque c'est un conseil qui va être différent selon la politique qui est
en réflexion. Quand on va parler d'économie et de finances, eh ben, on va avoir un conseil de l'Union européenne qui est en fait composé des ministres des finances et quand ou de l'économie, ou les deux. Et puis, quand on a un conseil qui va parler des questions de sécurité, ben, on va avoir un conseil composé des ministres de l'Intérieur des différents États membres. Et donc il y a ce pouvoir de codécision entre le Parlement d'un côté et puis ce Conseil des ministres. Donc vous comprenez qu'il est multiforme de l'autre côté. Alors ce que décrivent Sabine Seruger et Fabien Terpan dans l'ouvrage, entre d'un côté une sorte de chambre basse qui serait notre Assemblée nationale et qui est donc le Parlement européen, et puis une chambre haute qui serait le Conseil de l'Union européenne, où vous retrouvez donc les ministres des différents gouvernements sur la question abordée. Et puis on a par ailleurs la Cour de justice qui contrôle, et donc toutes les propositions qui sont adoptées dans ce cadre, toutes les propositions législatives qui sont adoptées dans ce cadre, c'est ce qu'on appelle la méthode communautaire. Ça, a priori, c'est assez simple. Là où ça se complexifie, c'est que déjà, selon le type de politique, selon le type de... On ne décide pas pareil on décide pas pareil au Conseil, on ne décide pas pareil au Parlement. Par exemple, quand on est en première lecture au Parlement, les députés votent à la majorité simple. Quand on est en deuxième lecture au Parlement, ils votent à la majorité absolue. Majorité simple, c'est juste la moitié des voix. Majorité absolue, c'est déjà la majorité plus 1. Et puis au Conseil, eh bien, on vote aussi parfois à la majorité qualifiée. Alors qu'est-ce que c'est que veut dire que la majorité qualifiée? Eh bien, il faut qu'il y ait 55% des États qui soient représentés et 65% des peuples européens qui soient représentés dans les votes. Donc c'est ce qui compte quand il y a le vote à la majorité qualifiée au Conseil, voire on vote sur certains sujets à l'unanimité. Donc là encore, on suit. J'espère que vous suivez à peu près. Ensuite, mais on n'a pas que ça. On a des politiques où il y a une délégation de la politique à une institution. Et c'est évidemment le cas de la politique monétaire, où il y a une délégation des décisions de politique monétaire à la Banque centrale européenne. Et puis, on a aussi des mécanismes de différenciation. Tous les États participent pas à Schengen, vous le savez. Tous les États n'ont pas adopté l'euro. Certaines politiques, elles sont gérées de manière intergouvernementale, c'est-à-dire entre les États, comme par exemple la politique étrangère. Et puis on a encore quelque chose d'autre, qui s'appelle la méthode ouverte de coordination. Et ça, ce sont des discussions. Alors ce sont des discussions entre États, mais ce sont des discussions entre États et aussi avec tous les partenaires sociaux. Et cette méthode de coordination, elle doit viser à inciter les États à faire des politiques plutôt qu'à les obliger à faire des politiques. Donc vous comprenez, dans la première méthode, la méthode communautaire, il y a des règlements et des directives européens qui sont contraignants pour les États doivent ensuite les mettre en œuvre. La méthode de coordination, elle dit plutôt, voilà, il faut qu'on travaille tous ensemble, on a négocié ça ensemble et on va essayer de travailler tous ensemble pour aller dans le même sens, mais si on n'y arrive pas, ben on n'aura pas la Cour de justice derrière qui vient nous taper sur les doigts et qui nous dit qu'on n'a pas suivi les règlements et directives européennes. Donc vous voyez, là, ça devient beaucoup plus complexe de savoir qui décide sur quoi, à quel moment. Donc, le problème, c'est que, vous le voyez bien, par rapport à qui gouverne, c'est que dans la méthode communautaire, il y a une implication forte du Parlement, puisque le Parlement, il codécide. Dans la méthode ouverte de coordination, il n'y a pas le Parlement, mais il y a l'implication des partenaires sociaux. Dans la gouvernance économique, c'est la plus décriée. Il y a forcément un rôle important de la Banque centrale européenne d'un côté, de la Commission et du Conseil économique et financier de l'autre, qui fixe des contraintes budgétaires. Il n'y a pas de contrôle du Parlement. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est évidemment c'est complexe. C'est un système de pouvoir contre pouvoir. On ne peut pas dire que c'est la Commission qui décide ou c'est le Conseil qui décide. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est un système de pouvoir contre pouvoir basé sur la recherche de consensus à tous les niveaux. Alors, qu'est-ce que nous proposent nos collègues pour réformer tout ça par rapport aux problèmes soulevés? Et je termine en 3 points. Premièrement, ce qu'ils nous proposent, ils nous disent que ça nécessite de faire un choix, d'aller soit vers plus de différenciation, ce qu'on a appelé l'Europe à la carte.
On va essayer de faire avancer ce qui peut l'être avec un certain nombre de pays. Ou au contraire, est-ce qu'il ne faut pas réduire ces formes d'intégration différenciées? Ils se posent la question. Et pour eux, si la différenciation elle est présentée comme le seul moyen d'avancer, elle rend le système moins lisible. Donc pour eux, OK, on avance à la carte, mais à condition que quand même on se fixe un horizon commun. Première chose. Et donc faire en sorte que de plus en plus de choses soient faites via la méthode communautaire. Deuxième point, c'est important de réformer la gouvernance économique. Ça veut dire renforcer le pouvoir du Parlement européen sur cette gouvernance économique. Alors, vous avez peut-être suivi que Thomas Piketty propose la création d'un Parlement de la zone euro. Donc, nos collègues, eux, sont contre parce qu'ils disent que ce n'est pas lisible et ça ne permet pas de repenser les politiques économiques et budgétaires dans leur ensemble. On aurait donc un Parlement de la zone euro qui déciderait selon un Parlement de la zone euro qui aurait un pouvoir de codécision donc sur les questions financières, mais on aurait un autre Parlement européen cette fois-ci qui lui discuterait des politiques sociales, discuterait des politiques, enfin d'autres politiques, et donc on voit bien qu'il y a un moment donné, ça va vite toucher il va vite y avoir des soucis. Dernier point enfin, ce qu'il propose, c'est un référendum unique européen pour réformer les institutions. Ce qu'il propose, c'est que à chaque fois qu'on ait un nouveau traité européen, eh bien, il soit ratifié par référendum dans l'ensemble de l'Union européenne et non pas seulement au niveau national, mais ça veut dire réformer aussi des constitutions nationales qui obligent des référendums nationaux. Voilà. Je passe la parole à Florent pour la suite des chapitres sur les institutions. Bonjour à toutes et à tous. Donc le chapitre que j'ai écrit avec Céline, il traite donc le point de départ, c'était la question du Parlement européen et des élections européennes, et donc avec un mystère qui n'en est plus vraiment un, à savoir pourquoi est-ce que la question le paradoxe entre des pouvoirs de plus en plus importants historiquement pour le Parlement européen et en même temps des électeurs qui se déplacent de moins en moins pour les élections européennes. Et bon, c'est aucune surprise. Vous voyez ici juste des petites images qui illustrent bien ce point-là, avec l'affluence pour les élections européennes contre l'affluence pour l'élection présidentielle en France, où vous voyez que les bureaux de vote sont dramatiquement déserts lors des élections européennes et incroyablement pleins lors de l'élection présidentielle. Et ça m'a fait sourire en arrivant ici. Je ne sais pas si vous avez vu dans le couloir, il y a un kakémono sur les prochaines élections européennes et c'est marqué en dessous hashtag cette fois-ci je vote. Non, cette fois-ci les électeurs de nouveau ne vont pas voter pour les élections européennes. Cette question-là, on l'a attaquée par le prisme du déficit démocratique de l'Union européenne, avec la question de savoir pourquoi s'était développé ce déficit, ce discours depuis les années 90 d'un déficit démocratique de l'Union européenne, alors même que le principal instrument, que le Parlement s'est développé, a été pensé comme étant un instrument pour démocratiser l'Union européenne, lors lequel les citoyens pouvaient élire des députés européens et ainsi en fait se rapprocher du fonctionnement des démocraties représentatives classiques telles qu'on les connaît dans l'ensemble des États membres. On a identifié trois grandes causes de déficit, trois grandes sources de ce discours sur le déficit démocratique de l'Union européenne. La première grande source, c'est une forme de dilution des responsabilités au niveau européen. Pour le dire très simplement, les élections au niveau national, vous savez au minimum à quoi elles servent, c'est dire plutôt une de leurs fonctions traditionnelles, c'est de dire si vous êtes content ou mécontent de ceux qui ont gouverné. Par exemple, si vous avez été très mécontent de ce qu'a fait François Hollande dans le mandat 2012-2017 en France, eh ben vous saviez que vous aviez les élections de 2017 pour dire votre mécontentement et aller voter pour un autre parti politique que celui qui était au pouvoir. On pourrait imaginer la même chose des élections européennes, mais pour imaginer la même chose des élections européennes, encore faudrait-il pouvoir identifier clairement qui, au niveau européen, on peut sanctionner. Or, en fait, ça n'existe pas, cette chose-là, parce qu'au niveau européen, la manière dont sont structurées les prises de décision font qu'on n'a pas une cible qu'on puisse clairement identifier.
Deuxième grande source dans ce discours sur le déficit démocratique de l'Union européenne, cette fois-ci, on se décale un petit peu, on regarde moins comment fonctionnent les institutions européennes, mais plutôt ce qui se passe dans les sphères politiques nationales et de la position qu'ont les élites nationales au sujet de l'Europe, et notamment cette espèce de flou, cette ambiguïté qu'ils entretiennent au sujet de en fait, c'est de la faute de l'Europe et c'est pas de notre faute. Donc leur grande capacité à toujours se dédouaner sur ce qui se passe en Europe en disant que c'est l'Europe qui pose des problèmes alors que nous on fait les choses très bien et que ce qui se passe de pas bien dans votre pays c'est l'Europe, ce qui se passe de bien c'est nous. Et de fait ça participe de la question du déficit démocratique de l'Union européenne puisque ça entretient le discours flou sur la responsabilité. Et deuxième chose, dès que vous avez des élections européennes, et vous allez encore le voir dans les mois qui vont arriver avant les élections européennes, le poids très important des considérations nationales dans les campagnes électorales européennes. Et en France, la question de la politique nationale et des multicrises autour des gilets jaunes et notamment vont largement être présentes dans la campagne pour les élections européennes, alors que précisément, ce n'est pas l'enjeu de pouvoir qui est visé. Le troisième grand point qu'on a identifié au sujet de ce déficit démocratique de l'Union européenne, c'est la question du respect des choix des citoyens quand on leur demande des choses relatives à l'Europe. Bon, le dernier exemple qu'on a et qui évidemment nous frappe, c'est ce qui s'est passé après le référendum de 2005 en France où le traité a été refusé par le peuple français et finalement était revenu sous une forme pas si différente que cela sans avoir à être voté par les électeurs sous la forme du traité de Lisbonne. Mais vous avez, de manière générale, vous avez toute une série de référendums sur l'Europe lors de lesquels on a l'impression que la seule réponse qui est valable du côté des citoyens, c'est d'adhérer aux positions qui sont portées par les élites européennes. Ce processus de construction européenne, selon nous, c'est d'abord un processus qui est porté par les élites, dans lequel les citoyens sont seulement un wagon qui doit s'accrocher face à la locomotive qui est portée par les élites, et dans lesquels, en fait, il n'y a pas de place pour discuter de savoir quel doit être le périmètre du projet européen, ou voire même pouvoir simplement le remettre en question. Et ça, en fait, que les choses, elles aillent dans le sens de plus d'intégration européenne, ou dans le sens d'éléments qu'on sort du périmètre de compétences de l'Union européenne. Par exemple, quand on décide sur l'euro, qu'il y ait des manières différentes de faire l'euro, que tous les pays n'adhèrent pas à l'euro, ce sont toujours les choix des élites qui priment sur les choix des citoyens. Face à cela, on a imaginé trois solutions que vous allez peut-être pouvoir trouver modérées, peut-être certaines radicales, à vous de voir. Pour prendre au sérieux la question de la responsabilité, donc de l'attribution de la responsabilité entre le niveau européen et le niveau national, notre première proposition, ce serait de pouvoir sortir enfin de ce discours que peuvent porter les élites en disant c'est pas de notre faute, ça vient de l'Europe. Et une des manières de faire cela, ce serait d'avoir un contrôle très clair des positions qui sont défendues par les élites politiques nationales au niveau européen. C'est déjà quelque chose qu'on observe au Danemark, où vous avez tout un processus qui est piloté par le Parlement européen dans lequel les élites nationales qui vont discuter au niveau de l'Europe présentent leurs positions, et leurs positions après font des rapports auprès du Parlement pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le fait qu'ils puissent dire A à Bruxelles et puis ensuite dire autre chose, B ou Z dans leur sphère politique nationale. La seconde proposition que l'on a, c'est de faire en sorte que les élections européennes permettent enfin de décider qui sont les véritables détenteurs du pouvoir au niveau européen. Je vous l'ai dit, pour l'instant, on ne sait pas en fait qui on doit sanctionner quand on est face à des élections européennes. Et une des raisons, c'est qu'on ne sait pas la manière, en fait, ce ne sont pas les citoyens eux-mêmes qui décident de qui va détenir effectivement le pouvoir. En 2014, il y a déjà eu la première tentative d'aller vers une forme de personnalisation de la compétition électorale avec un système en allemand avec le Spitzenkandidat où vous aviez des têtes de liste européennes qui étaient désignées et qui avaient vocation à être les futurs présidents de la Commission européenne. Nous, ce qu'on propose, c'est d'aller encore beaucoup plus loin là-dedans, avec des manières des élections qui permettraient de décider véritablement, à partir de la répartition des voix des électeurs, qui gouverne au niveau européen. Et là, vous avez toute une série de techniques qu'on pourrait utiliser, mais c'est seulement celles qu'on utilise au niveau national, en fait. Au niveau national, vous savez, enfin, quand on vote, on sait à la fin que ça va avoir un impact sur qui va effectivement gouverner.
La troisième solution qu'on a imaginée, ce serait de enfin assumer, lors des campagnes électorales européennes et au-delà, de la conflictualité au sujet du projet européen, et donc que les élites politiques nationales acceptent de mettre en danger le projet politique européen tel qu'ils le construisent, en acceptant que dans les élections européennes entre enfin du débat autour de l'Europe, autour de la direction du projet européen. Alors ça peut vous paraître un peu vain, mais selon nous c'est central en fait de créer de la conflictualité autour de ces questions-là. Après tout, c'est comme ça que fonctionne la vie politique nationale, avec des enjeux qui sont présentés de manière conflictuelle et qui créent du débat entre les électeurs. C'est le fond de la démocratie, et c'est pas exactement ce qu'on observe au niveau européen. C'est Fred le suivant. Alors bonjour à tous. Alors le chapitre que j'ai eu la chance de rédiger a été... Non, ne gâche pas. Plutôt la commande qui m'a été faite était de savoir dans quelle mesure les valeurs de l'Europe sont en adéquation avec les valeurs des Européens. Vous mesurez la difficulté. Vous mesurez aussi que la difficulté, elle est double. Il y a une première difficulté qui est: quelles sont les valeurs de l'Europe, d'après vous? Avant de vous donner des éléments de réponse et des éléments de mise en contextualisation, si vous vous posez la question à vous-même, c'est quoi les valeurs de l'Europe? Le marché? Alors au début, c'est comme ça, effectivement. Traité de Paris, traité de Rome. La solidarité, et ça finit un peu comme ça, ou plutôt ça n'a pas fini de finir de cette façon-là, puisque la question des droits sociaux est effectivement une question qui est de plus en plus travaillée et qui rentre dans les chartes de l'Union européenne et dans les traités européens. D'autres valeurs? Pardon? Ah, ça serait très intéressant, et ça serait intéressant que le romantisme soit inscrit, qui fait partie de la culture européenne, la culture romantique, soit inscrit davantage dans les traités européens. Désolé, je suis en train de prendre sur les 4 minutes et de déborder un petit peu, mais c'est intéressant d'avoir ce petit exercice en live. Environnement, ok. Droit de l'homme, sauf qui peut, d'accord. Alors, est-ce que les valeurs de l'Europe correspondent aux valeurs des Européens? L'autre difficulté, c'est qu'est-ce que c'est que les valeurs des Européens? Alors j'avais plus d'éléments de réponse sur ce que c'est que les valeurs des Européens et comment les mesurer que sur ce que sont les valeurs de l'Europe. Alors, petite contextualisation pour commencer, pour avancer ensemble dans cette double interrogation, dans ce double mystère, les valeurs de l'Europe et les valeurs des Européens, et surtout, est-ce que ça coïncide? L'Union européenne, ou la dynamique de la construction européenne, elle s'est appuyée dès l'origine sur l'idée que l'Union européenne était une communauté de valeurs politiques, économiques, sociales, et une communauté très inclusive. Avec les années 90, à partir des années 90, avec les logiques d'élargissement, avec les logiques d'approfondissement, au début des années 2000, avec l'arrivée des pays d'Europe centrale et des pays d'Europe orientale, cette idée selon laquelle l'Europe était une communauté inclusive de valeurs, elle a été remise en question, et c'est un petit peu cette idée qui est ma question de recherche initiale, ou ma question de départ: comment dans un contexte de retour vers le national, le Brexit appelle un retour vers le national, comment dans ce contexte l'Europe peut continuer à garantir une forme d'adéquation entre ses valeurs fondamentales et les valeurs des Européens. Alors l'Europe, les valeurs de l'Europe, vous avez ici un collier de perles des différentes valeurs qui sont les valeurs promues par les traités européens. Alors si vous le lisez en diagonale, paix, liberté, démocratie, état de droit, liberté fondamentale, droits sociaux, et puis on arrive petit à petit avec la charte des droits fondamentaux qui est rendue obligatoire dans le traité de Lisbonne en 2007 par l'idée de valeurs universelles, indivisibles, et vers l'idée des droits sociaux. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte que l'Europe, elle a quand même des valeurs. Désolé, le romantisme n'y est pas. Pas encore peut-être. Elle nous raconte que l'Europe est un entrepreneur de valeurs d'un genre un peu particulier. L'Europe, c'est un entrepreneur de valeurs parce que c'est un ensemble d'institutions qui sont en position de promouvoir des valeurs. Alors, qui sont en position de les promouvoir de deux manières. D'abord par du discours, et le discours que vous avez là, par des éléments de discours qui vont mettre en avant des valeurs et qui vont contribuer à les légitimer.
Ça, c'est le premier aspect de l'Europe comme entrepreneur de valeur. Et le deuxième aspect par lequel l'Union européenne est un entrepreneur de valeur, c'est que non seulement elle dispose d'un pouvoir discursif pour promouvoir des valeurs et pour les légitimer, mais elle dispose aussi d'un pouvoir coercitif pour faire en sorte que les États membres se conforment à ces valeurs, pour les inciter, voire pour les contraindre à se conformer à ces valeurs. Alors, si on fait un pas supplémentaire et qu'on regarde comment les chercheurs dans le domaine de la sociologie politique et des sciences politiques travaillent la question du lien entre les valeurs de l'Europe et les valeurs des Européens, on trouve deux types de thèses qui renvoient à deux types de logiques. On a d'un côté des gens qui pensent que ça va dans le sens de la convergence, ça converge, et d'un autre côté des thèses qui plaident plutôt dans le sens de la divergence. Alors c'est là où vous voyez toute une série de gros mots, hein, isomorphisme institutionnel, hybridation culturelle. Je vais essayer de vous expliquer ça un peu plus clairement. Il y a des logiques de convergence entre les valeurs inter-pays européens, voire des logiques de convergence à l'intérieur des pays européens vers les mêmes valeurs, par un processus de diffusion verticale. C'est-à-dire que l'Europe impose des normes, les pays s'y conforment. Et de ce point de vue-là, ça converge. Il y a une autre manière de converger, qui est de converger par une logique de diffusion beaucoup plus horizontale, en multipliant les contacts entre les peuples. On va créer une espèce de communauté d'appartenance, une communauté de destin. C'est ce que vous avez à travers le deuxième gros mot d'hybridation culturelle. Et puis il y a enfin une troisième série de thèses, toutes ces thèses-là peuvent marcher ensemble évidemment, qui est celle de l'uniformisation des valeurs. Avec la modernisation économique, avec l'élévation des niveaux de vie, des niveaux d'éducation, avec la McDonaldisation du monde, hein, c'est un peu cette idée-là, les valeurs vont s'uniformiser. Et puis vous avez sur le marché intellectuel un autre type de thèse qui va plutôt mettre en avant l'idée que ça ne converge pas, mais ça a plutôt tendance à diverger, voire même à se polariser. Pourquoi ça se polariserait? Ça se polariserait d'abord parce que l'Europe produit des incitations, mais au niveau national, les dirigeants politiques n'ont pas forcément beaucoup la possibilité, n'ont pas forcément beaucoup de marge de manœuvre pour s'y conformer, voire ne veulent pas du tout s'y conformer. Vous avez aujourd'hui un certain nombre d'États, un certain nombre de régimes politiques autoritaires qui mettent en avant leur spécificité nationale, qui mettent en avant leur culture nationale pour s'opposer à l'Union européenne. Donc c'est la deuxième type de thèse, le rejet de l'Union européenne, et vous avez aussi dans cette logique de divergence des thèses qui vont mettre en avant l'idée de conflit des civilisations. On a d'un côté une Europe chrétienne, d'un autre côté une Europe qui n'est pas chrétienne. Et il y aurait une logique d'affirmation des spécificités culturelles nationales qui ferait que l'Europe, ça diverge. Alors, la question qui se pose ensuite, c'est comment est-ce qu'on mesure les valeurs des Européens? Alors pour mesurer les valeurs des Européens, là on est relativement chanceux, il y a aujourd'hui sur le marché intellectuel deux grandes enquêtes qui s'appellent la European Value Survey et la World Value Survey, dans lesquelles on pose aux Européens, depuis le début des années 80, un ensemble de questions qui relèvent de l'autonomie individuelle, qui relèvent de à quel point les gens soutiennent l'égalité, à quel point les gens soutiennent la liberté de choix, à quel point les individus soutiennent l'expression des opinions. Je n'ai pas le temps de vous détailler l'ensemble de ces questions, mais si vous voulez qu'on y revienne après dans la discussion, j'y reviendrai volontiers. Donc on peut utiliser toutes ces questions qui sont des indicateurs de à quel point les Européens valorisent les valeurs d'autonomie, les valeurs d'affirmation de soi, les valeurs de liberté, qui renvoient au même répertoire de valeurs qui sont les valeurs soutenues par l'Union européenne. Donc on peut mesurer ça, on peut le mesurer de manière synthétique, sous la forme d'un indice qui va de 0 à 1. Plus c'est proche de 0, moins les Européens sont attachés aux valeurs d'autonomie. Plus c'est proche de 1, plus les Européens ou les pays européens sont attachés aux valeurs d'autonomie. Il reste encore combien de temps? Plus. Eh ben voilà, c'est fini. On va passer très vite. Voilà. Alors ici, vous avez la moyenne, il faut tourner un petit peu la tête, oui. La moyenne de cet indice, qui va de 0 à 1, plus c'est proche de 1, plus les individus dans un pays sont attachés à l'autonomie individuelle. Cette valeur, elle est mesurée en 2010 pour un ensemble de pays. Et ici, vous avez les valeurs pour chaque pays en fonction de leur ancienneté d'entrée dans l'Union européenne. Qu'est-ce que vous voyez? Ça saute à peu près aux yeux, c'est que les États membres les plus anciens, ceux qui sont rentrés avant les années 2000,
sont des États dans lesquels les individus ont une adhésion plus marquée, une adhésion plus proche aux valeurs d'autonomie, aux valeurs d'affirmation de soi. Alors qu'est-ce qui explique ça? C'est pas l'Europe, hein. C'est pas l'Europe, c'est d'autres logiques, d'autres facteurs, des facteurs économiques, des facteurs politiques, des facteurs culturels. Parmi les facteurs économiques, on peut mentionner le fait que dans les pays qui sont pour beaucoup des pays d'Europe du Nord, vous voyez ici culminer la Suède, le Danemark, la Belgique, l'Allemagne aussi, dans ces pays-là, on a un très fort niveau d'éducation, un très fort niveau de vie, et ces facteurs économiques tirent vers le haut l'affirmation des valeurs d'autonomie. De la même manière, ces pays d'Europe du Nord sont des pays dans lesquels on a historiquement une culture politique beaucoup plus participative, qui va impliquer davantage les individus. Il y a également des facteurs qui relèvent de la culture. Ce sont des pays dans lesquels on a une matrice protestante qui valorise l'autonomie individuelle, le libre examen, l'affirmation de soi, et également des pays, voire même surtout aujourd'hui, c'est important, je reviendrai là-dessus sur la fin, en conclusion, des pays dans lesquels on a un État-providence fort qui joue un rôle pour garantir aux individus une forme d'autonomie, une forme d'émancipation. Les pays, vous le voyez, qui sont rentrés plus récemment dans l'Union européenne, ou les pays du sud de l'Europe, sont un petit peu en retrait sur ces dynamiques-là. Où est la France? La France est un petit peu au milieu. Je n'ai pas le temps de développer cet aspect-là. La question qu'on peut se poser ensuite, la question que j'ai un petit peu évoquée, c'est à quel point l'Union européenne peut soutenir ces valeurs, à quel point l'Union européenne peut influencer les valeurs d'autonomie et d'affirmation de soi qui sont portées par les individus. Alors vous avez un élément de réponse à cette question dans la slide. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que tendanciellement, ça a plutôt tendance à monter au fil des années. Ce que ce graphique représente pour les moins familiers des données quantitatives, c'est la moyenne de l'indice d'autonomie pour une vague d'enquêtes données. Donc l'enquête, c'est la même enquête qui a été répliquée des années 80 jusqu'en 2014. Donc c'est la valeur moyenne pour un pays mesurée à différents moments du temps. Donc tendanciellement ici, on voit se dessiner une tendance qui est que l'affirmation de soi, enfin, l'adhésion aux valeurs d'autonomie a plutôt tendance à progresser au fil du temps. C'est évidemment pas l'Europe qui fait ça, c'est plutôt des logiques de renouvellement générationnel. Et le principal moteur de cette poussée de l'attachement à l'autonomie, c'est le renouvellement générationnel. Pourquoi? Parce que, alors il y a un collègue dans la salle que je ne mentionnerai pas disait tout à l'heure, en regardant l'Assemblée, qu'on a peut-être à la fois le taux de participation et la sociologie des électeurs aux élections européennes. Donc pour les plus jeunes d'entre vous, et pour les plus vieux, c'est aussi intéressant pour les seniors, qu'est-ce qui fait cette poussée de l'adhésion aux valeurs d'autonomie? C'est le renouvellement générationnel, parce que les jeunes générations amènent avec elles davantage d'ouverture, davantage de tolérance, et tout ça, ça tire vers le haut les logiques sociales de valorisation de l'autonomie. Mais ça les tire vers le haut dans tous les pays. Vous voyez, il y a une logique de pente, de progression, et cette progression, elle est à peu près similaire dans tous les pays. Et ça, c'est un résultat intéressant parce qu'il donne un élément de réponse à la question qu'on s'est posée, est-ce que ça converge ou est-ce que ça diverge? Eh bien la réponse, c'est ni l'un ni l'autre. Ça ne converge pas, ça ne diverge pas, mais ça progresse en parallèle dans tous les pays. Autrement dit, les pays européens ne convergent ni ne divergent du point de vue de la valorisation de l'autonomie, mais ils ont tendance à progresser, mais à suivre des chemins parallèles. Et s'il reste 10 secondes, une question intéressante, comment est-ce que l'Europe agit là-dessus? Quel est le poids de l'Europe dans ces tendances sociétales, dans ces logiques sociales d'adhésion tendanciellement plus forte aux valeurs d'autonomie? Alors, on peut s'amuser à faire des analyses statistiques très compliquées pour essayer de mesurer l'effet net de l'adhésion à l'Union européenne, c'est-à-dire l'effet de l'adhésion à l'Union européenne, une fois qu'on a isolé l'effet des facteurs économiques, l'effet de l'évolution du taux de chômage par exemple, une fois qu'on a neutralisé l'effet lié aux caractéristiques individuelles et une fois qu'on a neutralisé surtout l'effet de l'ancienneté de l'adhésion à l'Union européenne. Et bien quand on fait ça, c'est un modèle statistique qui permet d'identifier l'effet, toutes choses égales par ailleurs, du fait d'être ou de ne pas être dans l'Union européenne, on s'aperçoit que l'Union européenne a une influence statistique, spécifique, propre sur la progression des valeurs d'autonomie. Quel constat en tire, et ce sera le dernier point. Ça, c'est les trucs,
les trucs, les tours de magie des gens qui vous disent c'est le dernier point, et puis qu'ensuite disent c'est le dernier point, c'est le dernier point. Quelle conclusion, ce sera vraiment mon dernier point, quelle conclusion on peut en tirer? Est-ce que c'est l'Europe qui crée de toutes pièces cette progression des valeurs d'autonomie? Non, évidemment, ce n'est pas l'Europe qui les crée toutes pièces. En revanche, ce que l'Europe crée comme effet, c'est de produire un effet d'environnement. L'Europe, par ses institutions, par les valeurs qu'elle défend, crée un environnement institutionnel, un environnement politique qui, d'une certaine manière, est propice, cet environnement politique et institutionnel, est propice à la progression et à l'épanouissement, en quelque sorte, des valeurs d'autonomie. Donc pour cette raison-là, et pour cette raison-là, s'il n'en fallait qu'une seule, c'est l'argument Highlander, s'il ne fallait qu'une seule raison de sauver l'Union européenne, ce serait parce qu'elle offre malgré tout un cadre institutionnel qui est propice à l'épanouissement des valeurs d'autonomie. Et mon dernier point pour de vrai, vous connaissez la devise de l'Union européenne? Unité dans la diversité. Merci. Alors, mon propos va se dérouler en deux grands points. Le premier vient de s'afficher, il y aura un deuxième et il y aura quelques derniers points, ce sera quelques éléments de conclusion. Je précise d'abord que dans l'analyse du fonctionnement du système monétaire, l'enjeu fondamental, c'est la liquidité disponible. La liquidité, c'est ce qui doit permettre d'irriguer l'économie, de financer l'économie, financer l'activité. Et d'une façon générale, les acteurs qui sont quand même au centre de cet accès à la liquidité, ce sont les banques commerciales. Les banques commerciales ont comme partenaires les acteurs de la vie économique, les entreprises et les ménages, et ces banques commerciales doivent satisfaire, doivent faire du crédit, doivent faire leur métier, doivent financer l'économie. Mais pour pouvoir faire cette activité, financer cette activité, elles doivent avoir accès à la liquidité, c'est-à-dire elles se retournent du côté de leur banque centrale. Dans l'eurosystème, dont j'ai dit quelques mots tout à l'heure, j'ai dit il y a la BCE, il y a les banques centrales nationales. C'est un système où la décision est unifiée, mais où les applications sont très décentralisées. C'est-à-dire que la politique monétaire de la zone euro est mise en œuvre avec, en premier lieu, les banques centrales nationales, des 11 pays bien sûr. Accès à la liquidité, l'objectif, comme je viens de le dire, c'est financer l'activité économique. C'est fondamental. On attend à ce que ça finance la croissance, par exemple. Tout en contrôlant, bien entendu, les risques d'inflation, c'est-à-dire le suivi des prix. Au cours de la période que j'examine, donc la totalité sur ces 20 années, globalement, l'eurosystème a appliqué une politique monétaire accommodante. C'est-à-dire favoriser l'activité, favoriser le financement. Et notamment au cours des périodes de crise, des crises économiques. Ce sera le point dont je parlerai ensuite. Et par conséquent, cette politique monétaire a consisté à fournir à apporter ces liquidités. D'un point de vue économique, dans la vie économique, ce qu'on observe comme les deux variables essentielles, ce sont les quantités et les prix. Quelle quantité de monnaie l'eurosystème a-t-il apporté et à quel prix? Eh bien, nous allons voir, et en particulier, nous voyons, le chapitre dans le bouquin le montre, que ces quantités ont été extrêmement importantes, en particulier au moment des crises, et heureusement. Évidemment, pour pouvoir apporter de l'argent, il ne faut pas que le coût soit trop élevé, c'est-à-dire que le prix de l'argent doit baisser. Je donne quelques indications ici. Je dis, eh bien, le prix, le taux d'intérêt, c'est le taux d'intérêt dont je parle, le taux d'intérêt est allé en déclinant jusqu'à s'annuler. Le taux d'intérêt directeur, le taux de refinancement principal de la BCE, de l'eurosystème, c'est ce qu'on appelle le REFI, taux de refinancement principal. Il est depuis le mois de mars 2016 de 0%. On a trois taux directeurs, le REFI et les facilités permanentes, les prêts marginaux
et les taux de dépôt. Les facilités de dépôt, moins 0,40%, taux négatif. C'est-à-dire que lorsque les banques déposent à la Banque centrale des liquidités, ça leur coûte. C'est-à-dire qu'on leur rembourse moins, puisque le taux est négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message? Ben, ça signifie que, messieurs, faites votre métier, financez l'activité économique et ne conservez pas des dépôts. Et pour les facilités de prêt, plus 0,25. Ce que l'on peut dire, vous voyez, c'est que, évidemment, l'argent ne coûte pas cher, et la conséquence de cela, eh bien, c'est que des quantités très importantes ont irrigué les économies. On peut passer au... Voilà, merci. Alors, j'ai évidemment examiné ce qui s'est passé et comment l'eurosystème a réagi au moment des crises, des deux grandes crises qu'a traversé le système. Bien, tout d'abord, c'est la crise économique et financière de 2008-2009, qui a démarré, comme on le sait, avec la faillite de Lehman Brothers au mois de septembre 2008 aux États-Unis, puis qui s'est propagée. Et puis ensuite, très important, bien sûr, la crise des dettes souveraines en 2010-2013. Ça a démarré en Grèce au mois de février 2010. Et donc, pour éviter la déflation, c'est-à-dire que pour la crise s'approfondisse et se généralise, et que la zone explose, eh bien la BCE a accru le nombre de ses missions, sa stratégie et ses outils se sont diversifiés. Quand j'écris accru le nombre de ses missions, c'est-à-dire que la mission originelle qu'elle s'était fixée dès le mois d'octobre 1998, dont je parlais tout à l'heure, c'était dans le droit fil des applications, enfin de la philosophie de la Bundesbank. C'est-à-dire le contrôle de l'augmentation de la quantité de monnaie à mettre en circulation, avec ce qui est inscrit dans le traité de Maastricht d'ailleurs, dans le traité de l'Union européenne, c'est le taux d'accroissement des prix ne doit pas dépasser annuellement 2%. C'était ça la mission fondamentale. Eh bien, ce que l'on voit, c'est ce que j'écris, c'est que du fait des crises, eh bien, ces missions se sont élargies. Bien sûr, cette stabilité des prix, le contrôle de l'inflation est maintenu, mais à côté, comme autre mission, ben, il y a la croissance économique, et il y a un ensemble d'indicateurs, croissance, taux d'utilisation des capacités de production, emploi, et puis troisième mission fondamentale, c'est le suivi de l'activité bancaire et financière, ce qu'on appelle en fait une approche microprudentielle pour suivre ce que font les banques. Donc les missions donc ça a évolué. La stratégie eh bien, est liée aux missions. Stratégie originelle, c'était on suit un agrégat de monnaie, en l'occurrence c'est l'agrégat large, c'est-à-dire la quantité de monnaie M3, et on fixe un plafond d'évolution. Eh bien ça c'était la stratégie originelle. À côté de cela, on a dit on va prendre d'autres indicateurs. Bien sûr, on maintient celui-ci parce qu'on ne veut pas que l'inflation dérape. L'inflation n'a pas dérapé, bien au contraire. Mais on prend tout un autre ensemble d'indicateurs, et notamment la croissance, l'emploi. Et parmi les mesures qui ont été adoptées, puisque ça a évolué, la Banque centrale et l'eurosystème ont été très pragmatiques. À l'origine, ils appliquaient les mesures dites conventionnelles, c'est-à-dire le contrôle taux d'intérêt, principalement l'open market, les facilités permanentes et le coefficient de réserve obligatoire. Et puis ça s'est élargi à partir de 2014 à des mesures non conventionnelles. Mesures non conventionnelles, ça veut dire faire davantage de crédit aux banques de façon à ce qu'elles puissent davantage financer l'économie, à des prix de moins en moins élevés. Dans un premier temps, alors que sur les marchés, généralement c'est sur l'interbancaire, c'est-à-dire que les banques centrales trouvent de l'argent, de la liquidité sur les marchés interbancaires, au jour le jour. Sauf que quand on veut financer l'économie, ça a prêté d'abord à 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a eu des prêts, la banque centrale prêtait aux banques commerciales sur 4 ans, à des taux très très faibles, de façon à ce que les banques puissent financer l'activité économique. C'est ça les mesures non conventionnelles, c'était le début, la fin donc, de l'application de l'élargissement des mesures conventionnelles, et les mesures non conventionnelles, c'est encore un élargissement de cela. On est passé du LTRO au TLTRO, c'est-à-dire sur des projets ciblés, les banques pouvaient financer. Et puis ensuite, à partir de 2015, il y a eu achat de titres publics, des obligations d'État émises. La Banque centrale ne peut pas intervenir, c'est interdit dans ses statuts, d'acheter des titres d'État endettés. En revanche, elle achète sur les marchés secondaires, c'est-à-dire que les banques achètent, les banques centrales nationales achètent, et elles se font racheter les titres
par la BCE. Donc c'est un mécanisme de financement, ça élargit considérablement les financements, puisque avec cette mesure, ce dispositif dont je parle, c'était 60 milliards par mois qui étaient injectés de monnaie fraîche dans le système à partir de 2015. C'est monté jusqu'à 80 milliards d'euros par mois à partir de 2017. Puis ça a ralenti, parce qu'évidemment, toujours on se disait, mais on apporte de la liquidité, on injecte de la liquidité, mais est-ce qu'on est bien sûr que ça va irriguer l'économie? Est-ce que ça ne va pas être ensuite, ça ne va pas être un moteur pour développer des bulles spéculatives, par exemple sur l'immobilier, etc. Donc, avoir des affectations de l'argent qui ne soient pas une affectation productive, donc pas de financement de la croissance. Donc, on est passé de 80, on est revenu à 60 milliards par mois, puis on est revenu à 30 milliards par mois, et le programme qu'on m'a annoncé, c'est terminé le 18 décembre 2018. Donc ce qu'on a observé, ça c'est efficace, c'est que le crédit bancaire a explosé. Le crédit bancaire dans la zone euro s'est considérablement développé. Crédit bancaire aux ménages, crédit bancaire aux entreprises à des taux très faibles. Le produit, j'ai suivi les chroniques, j'ai travaillé évidemment avec les données BCE, les données des banques nationales, Eurostat. Et ce qu'on voit, c'est que le produit s'est accru sur toute la période. Il s'est accru assez faiblement. Dans le bouquin, j'ai calculé les taux en moyenne, le taux d'accroissement du produit, c'est-à-dire du PIB. Le chômage a diminué, ça aussi. Les derniers chiffres de BCE le montrent. Et la zone n'a pas éclaté. Je termine. L'hétérogénéité, malheureusement, reste forte. Donc, pour terminer, dernier point de conclusion, évidemment, d'importants chantiers sont encore à poursuivre et des réponses, des solutions sont attendues. Comme je viens de le dire, la fin du programme d'assouplissement quantitatif s'est terminée au mois de décembre. Que faire maintenant? Le Conseil de l'Eurosystème, le directeur de la BCE, lors de sa dernière réunion, a dit on va lancer un nouveau programme. Donc, ils ont interrompu l'assouplissement quantitatif, mais un nouveau programme de grand financement, c'est ce qu'on appelle le TLRO3, troisième phase, pour éviter évidemment qu'il n'y ait pas ralentissement de l'activité, puisqu'il y a ralentissement de l'activité économique d'un point de vue un peu international. Et en particulier, si on suit les données de ce qui concerne les pays de la zone, c'est le cas aussi. On est légèrement au-dessus du potentiel, mais néanmoins, on se rapproche très fortement du potentiel. La BCE doit aussi gérer l'évolution des taux d'intérêt et les effets des taux d'intérêt négatifs. Parce que les banques disent, nous, on a des taux d'intérêt négatifs qui sont imposés à nous, et donc on a des taux très bas. Certes, ça peut permettre de faire des crédits pas chers, mais les banques secondaires, enfin les banques commerciales, ne gagnent pas d'argent, ça pose un certain nombre de problèmes. Un article dans Le Monde de Patrick Artus, dernièrement, enfin Le Monde de mardi, je vous invite à regarder, c'est très intéressant. Donc il y a évidemment, la Banque centrale européenne doit suivre des indicateurs permettant de détecter l'éventuelle apparition de bulles, que j'ai évoqué il y a quelques instants. Et puis aussi, bien sûr, il faut renforcer la coordination. J'ai mentionné l'existence d'hétérogénéité entre les États. Bien, il faut réduire cette hétérogénéité. Mais, bien entendu, il faut avoir présent à l'esprit que les critères initiaux étaient des critères de convergence nominale, ce n'est pas de la convergence réelle, et la Banque centrale européenne n'a pas le monopole de tous les outils. En tout cas, ce n'est pas elle qui gère la convergence réelle, c'est-à-dire la convergence effective. Parce que la convergence nominale, c'est des indicateurs, taux d'inflation, taux d'intérêt, ça c'est de la convergence nominale. Or, ce qu'on doit regarder fondamentalement, c'est y a-t-il convergence réelle ou pas? Merci de votre attention.